1945, le Japon est vaincu. La plus grande partie de sa flotte a été envoyée par le fond. Les sous-marins américains ont isolé la métropole. Jour après jour, les bombardiers américains pilonnent Tokyo et Osaka. L'empereur du soleil levant et sa fidèle armée, acculés à la négociation, utilisent un subterfuge en prétendant qu'une offensive directe sur l'archipel serait fatale aux deux camps. De jeunes pilotes sont envoyés en mission suicide, s'écraser sur les porte-avions américains. À Washington, le fanatisme forcé des kamikazes convainc le dernier carré des indécis d'accepter le largage de la bombe atomique sur le Japon pour le contraindre à capituler. Le 10 août 1945, l'empereur s'adresse pour la première fois à son peuple. À la radio, il annonce la défaite, tandis que les derniers kamikazes décollent. La côte sud du Japon, près de Kagoshima. Ce mont était la dernière vision du pays que les pilotes avaient en s'éloignant. Ils l'appelaient le Petit Fuji, en hommage au sommet le plus vénéré du Japon. Quelques heures de vol plus tard, ils étaient morts. Nous pensions mourir tôt ou tard. J'ai juste eu l'impression que la date de ma mort avait été avancée de cette manière. C'était quelque chose de nouveau pour nous. On pensait qu'il était dans la nature humaine d'essayer de se maintenir en vie le plus longtemps possible. On n'arrivait pas à comprendre que quelqu'un puisse accepter de faire une chose pareille. Quand j'ai dit à mon père, au moment de le quitter, « Papa, j'y vais », il a prononcé ces mots que personne n'avait le droit de dire. « Pour nous, Japonais, cette guerre est déjà perdue. » Une cérémonie réunit chaque année les pilotes qui ont survécu à cette période noire de l'histoire. Parce qu'ils ont pu atterrir en catastrophe après le combat ou parce que la fin de la guerre leur a évité une mort certaine. À l'époque, qu'ils aient eu 16 ou 21 ans, ils étaient tous prêts à mourir dans une ultime mission pour épargner la défaite à leur vénéré empereur. C'est à l'automne 1944 que les militaires japonais commencent à envisager pour la première fois l'éventualité d'une défaite. Les pilotes japonais sont en position d'infériorité dans la guerre du Pacifique. Les Américains parlent alors de tir de dindon. Chaque base japonaise, détruite par l'ennemi, permet à celui-ci de progresser vers les Philippines, alors occupées par le Japon, et vers Tokyo. L'armée japonaise a besoin de trouver à tout prix une idée, une arme efficace, pour atteindre le noyau dur de la flotte alliée, les porte-avions américains. À cette époque, les commandants de compagnies japonaises donnent à leurs jeunes pilotes un ordre étrange.
Il leur explique qu'il s'agit d'une stratégie nouvelle qui nécessite qu'aucun pilote ne revienne du combat. Chacun doit donc réfléchir s'il est prêt à suivre cette stratégie. Parmi ces pilotes de l'armée se trouvait Kenichiro Onuki, alors âgé d'une vingtaine d'années. En tant que délégué, je suis allé voir le commandant pour avoir des explications. Il s'agissait en fait de s'attacher une bombe sur le ventre et de faire piquer son avion sur un bâtiment ennemi pour se tuer en faisant exploser la bombe. En entendant cela, mes camarades et moi avons tous été suffoqués. Cela dépassait l'entendement. Onuki est alors un sujet docile de l'Empire qui voit sa famille et sa patrie en péril. Il sait bien qu'un soldat peut tomber à tout moment au champ d'honneur. Avec ses camarades, ils discutent toute la nuit de ce qu'ils doivent faire. La situation est manifestement si difficile pour le Japon que toutes les autres stratégies ont dû être abandonnées. Ce commandement nous semblait totalement inadmissible en soi, mais nous ne pouvions pas nous y dérober puisque l'ordre venait de notre propre armée. Ce jour-là, la plupart des hommes en poste sur les porte-avions américains sont détendus. La défense antiaérienne est en état d'alerte, mais la nuit promet d'être calme. La flotte japonaise est en train de battre en retraite. Les avions sont prêts à décoller dès le lendemain matin. C'est le soir du 24 octobre 1944. La nuit sera effectivement calme, jusqu'à 2 heures après le lever du soleil. Ce matin-là, les Américains subissent leur première attaque kamikaze. Le Santi est le premier bâtiment touché. C'est un pétrolier transformé en porte-avions. À son bord se trouve James Trull, qui s'occupe des avions. Il en réchappera de justesse. Alors que j'arrivais près des avions, j'ai entendu un grand bruit de rafale au-dessus de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu cet avion qui piquait droit sur nous, en tirant des salves qui tombaient dans l'eau. Je voyais des étincelles sortir de ses ailes. Je me suis dit que ma seule chance, c'était de quitter aussitôt le pont. L'équipage prend d'abord le piquet du pilote pour une erreur, ou au pire pour l'acte désespéré d'un fou. Le Santi perd 16 hommes ce jour-là. Parmi les blessés, James Trull et le mécanicien Bill Simmons, qui sera jeté à terre par la violence de l'explosion et ne reprendra conscience que 5 heures plus tard. Le lendemain, on a essuyé une autre attaque. On a vu les avions faire mouche sur les navires tout autour de nous. Et c'est là qu'on a compris que ce n'était pas accidentel, mais bel et bien intentionnel. Ça a vraiment changé notre attitude, car on croyait que la guerre était pour ainsi dire gagnée et que c'était fini. Je ne crois pas que les Japonais auraient pu trouver mieux que ces pilotes kamikazes pour saper le moral des marins américains. Les espoirs du Japon semblent se concrétiser. Cette nouvelle tactique est présentée comme un succès à Tokyo, à ceci près que le nombre d'objectifs atteints est mensonger. Pas un seul porte-avions américain ne sera coulé ce jour-là. Mais les pilotes comme Onuki, qui figurent sur la liste des kamikazes, n'en seront pas informés. L'armée a besoin de héros et elle sait les fabriquer le cas échéant.
Le saké coule à flot et les rituels fleurissent. Les chefs militaires aiment à répéter que la vie d'un individu est aussi légère qu'une plume, alors que la responsabilité du groupe pèse très lourd. Si vous refusez de vous porter volontaire, le chef vous convoque et vous demande pourquoi. Vous lui répondez « J'ai été engagé pour devenir pilote et non pour me suicider en me jetant sur l'ennemi avec une bombe. Je m'y refuse. » Mais alors, vous subissez une telle pression que vous finissez par vous engager par écrit à vous porter volontaire. On promet même aux kamikazes qu'ils deviendront des dieux s'ils s'acquittent avec courage de leur mission. On les présente comme des combattants, pleins de détermination, même si bon nombre d'entre eux ne sont encore que des enfants auxquels on a forcé la main. Shigeyoshi Hamazono était l'un de ces jeunes gens. Abattu par l'ennemi, il sera grièvement blessé mais survivra. C'est un pur mensonge, je vous assure. Évidemment, les cerveaux du QG se sont engagés devant l'empereur à ne pas imposer ce genre de mission à qui que ce soit, et à n'engager que les volontaires. Mais toute cette histoire n'est, comment dire, qu'une belle hypocrisie. Kensuke Kunuki, alors pilote de l'armée, atterrit en catastrophe après un combat aérien et survivra malgré de graves brûlures. Un ordre, c'est un ordre, surtout dans l'armée. Impossible d'y échapper. Pourtant, juste après mon départ, l'un de mes camarades qui attendait son tour aurait dit en pleurant qu'il ne voulait pas partir. Finalement, il est parti quand même, et il est mort dignement. Les pilotes sont d'abord recrutés par petits contingents, puis par centaines. À la fin, ils seront plusieurs milliers. Au début, certains ont peut-être réussi à se dérober, mais la majorité d'entre eux seront contraints d'obéir. Le Japon a ses héros, des pilotes assis sur des bombes. L'allégresse est publique, mais le deuil reste secret, comme l'exige la tradition japonaise. La plupart des pilotes n'ont même pas le droit de faire leurs adieux à leur famille. Parmi les rares qui y sont autorisés, Masamichi Shida, un ancien élève de l'Académie de marine. Ma mère m'a demandé de monter à l'étage où se trouvait la chambre que nous louions. Une fois que nous nous sommes retrouvés seuls dans la pièce, ma mère a fermé toutes les cloisons et m'a dit « Tu ne peux vraiment pas refuser ?» Elle a répété cette question 2 fois. Mais je savais qu'il était impossible de ne pas obéir à un ordre. En même temps, je comprenais ses sentiments maternels, qui étaient bien naturels. Cela faisait bien longtemps que l'armée avait pris en main l'éducation des fils du Japon, et tout particulièrement celle des pilotes kamikazes. Les chefs militaires savaient que les pilotes étaient réticents et qu'il fallait endormir leur méfiance. Ils les faisaient poser pour la postérité, mettant en scène des photos officielles qui n'étaient qu'illusions. Et quand le supérieur tendait le dernier verre de saké, il était le seul à sourire. J'avais perdu tout appétit. Je ne faisais que boire du saké du matin jusqu'au soir. Je ne pouvais pas avaler de nourriture, pas même les meilleurs plats. J'avais l'estomac complètement noué. En fin de compte, vous comprenez, il n'y avait plus que le saké qui arrivait à me faire oublier.
En montant l'escalier pour aller voir le chef, je me suis dit que j'allais mourir bientôt. En sortant, j'ai essayé de calculer la date de ma mort d'après le planning que le chef venait de me remettre. J'en ai conclu que je ne survivrai pas au-delà du mois de juin. À ce moment, un camarade m'a vu et m'a lancé. « Tu es tout pâle. Ça doit être la peur de mourir qui te rend ainsi. » « Pas du tout, lui ai-je répondu. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise ? » Mais en fait, j'ai pensé à ce moment-là que si la peur se lisait si bien sur mon visage, je ferais mieux d'essayer de ne plus penser à la mort devant les autres. On attendait des jeunes pilotes qu'ils fassent bonne figure. Et la plupart le faisaient, gardant leurs états d'âme pour eux. Je ne pouvais quand même pas marcher pieds nus en présence des autres. Je n'osais pas non plus caresser le sol avec ma joue. Mais c'était hors de question pour un homme. Alors j'ai craché dans ma main et je l'ai frotté sur le sable. C'est avec ce geste que j'ai fait mes adieux à la terre ferme, au monde. Des écolières des environs sont rassemblées pour saluer les pilotes sur le point de partir, le gouvernement militaire n'hésitant pas à les dispenser d'école à cette occasion. Les fillettes agitent des fleurs jusqu'à ce que les pilotes soient hors de vue. On agitait un mouchoir pour saluer chaque départ, jusqu'à ce que l'avion ait disparu au-dessus de la montagne. Je n'étais qu'une enfant de 13 ou 14 ans, mais je pleurais à chaque fois. Aujourd'hui encore, c'est plus fort que moi quand j'y repense. En partant, les pilotes nous faisaient signe de la main gauche, car ils tenaient les commandes de l'autre main. Quelques heures plus tard, ils allaient se tuer en se jetant sur un bateau. À l'idée qu'ils allaient mourir, je ne pouvais pas retenir mes larmes, même si on me voyait. Et je continuais de les saluer en agitant mon mouchoir jusqu'à ce qu'ils aient disparu à l'horizon. Cette émotion que je ressentais alors est difficile à expliquer. Je n'étais qu'une enfant, mais je me demandais toujours comment une chose pareille pouvait arriver à ces pauvres pilotes, qui étaient encore si jeunes. Tout ce que je pouvais faire pour eux, c'était juste penser ainsi à eux. Si seulement ils pouvaient m'entendre. Beaucoup de pilotes offraient des souvenirs aux fillettes. Une poche, un morceau de ceinture, leur portefeuille. Ils disaient qu'ils n'en auraient plus besoin. En janvier 1945, la bataille des Philippines s'achève au profit des Américains. Le Japon avait tout misé sur les kamikazes. Ils ne suffiront pas à le sauver. Nos supérieurs ont compris alors que la seule façon de les arrêter était de faire fonctionner sans relâche l'artillerie anti-aérienne. Et bien souvent, ça ne les arrêtait même pas. Certains commandants de porte-avions faisaient évacuer le pont inférieur, car c'était l'endroit le plus dangereux lors d'attaques aériennes. Les kamikazes traversaient le pont en s'écrasant et explosaient sur le pont inférieur. C'était terrible de voir tous les dégâts qu'ils pouvaient causer. Beaucoup d'unités de kamikazes décident de changer de stratégie et de ne plus attaquer en piqué mais en vol horizontal.
Non pas parce qu'ils n'atteignent pas leur cible, mais parce qu'ils doivent couler beaucoup plus de navires pour changer le cours de la guerre. Ils couleront ainsi le Ticonderoga, au large de Taïwan, et l'Essex, à 150 milles de Manille. Mais les dégâts causés par les Japonais sont réparables. Des navires ravitailleurs sont très vite envoyés sur place. La logistique de guerre américaine fonctionne bien. Les ponts endommagés sont réparés et les appareils qui ont brûlé sont remplacés. Les vestiges des avions kamikazes sont conservés comme autant de trophées de guerre. Les marins américains ne se doutent pas que le pire reste à venir. Le combat final au large des côtes japonaises. Onuki ne parle que très rarement des rapports qu'il a entretenus avec les kamikazes pendant ces quelques mois. La plupart de ses compatriotes ne veulent pas en entendre parler. Le Japon n'est pas encore prêt à digérer cette page délicate de son histoire. Onuki, lui, ne se voile pas la face. Onuki n'a survécu que parce que ses ennemis l'ont cru mort. Il l'avait repéré au radar et l'avait abattu. Touché à plusieurs reprises, son avion avait piqué en flèche. Onuki a pourtant réussi à se poser en catastrophe sur une île, chose qui n'était pas prévue par les militaires. Impossible de savoir si j'avais réussi ou pas. Vous comprenez, il n'y avait aucun autre avion pour me couvrir, ni aucun autre soutien. J'ai demandé où se trouvait l'ennemi. On m'a répondu, quelque part du côté d'Okinawa. Il y a des bateaux par milliers. Jette-toi sur celui que tu veux. Quel ordre? Quant aux conditions météorologiques, on m'a répondu qu'elles seraient probablement bonnes. Quelle réponse? Quand j'ai demandé si les nuages me gênent, pourrais-je revenir? On m'a répondu, non, pique quand même, quoi qu'il arrive. Pour l'état-major, les pilotes n'étaient plus que de la chair à canon, qu'on ne prenait même plus la peine de former. On ne leur demandait plus d'heures de vol, la théorie était censée leur suffire. À la fin, les pilotes n'avaient même plus d'avion. L'état-major réquisitionnait les derniers appareils intacts pour assurer la défense du cœur du pays. Ils m'ont attribué un avion d'entraînement sur lequel je m'étais exercé. Pour vous donner une idée, il s'agit d'un appareil dont les deux ailes ne sont pas en métal, mais en toile. C'était ce qu'ils appelaient un avion de combat. En fait, il n'en restait que quelques-uns. Ils avaient affecté les autres à l'île de Kyushu, toujours pour des missions suicides. Ils nous ont dit de nous contenter de ce qu'il restait à notre base. Les chefs militaires se moquaient bien du manque d'équipement. Ils aimaient à répéter qu'on n'avait pas besoin de bons pilotes pour faire de la chair à canon, puisqu'ils n'étaient censés voler qu'une seule fois. Il y avait un pilote de l'aéronaval que j'estimais beaucoup. Il venait de la préfecture de Shizuoka. Il a levé la main. Commandant, j'ai une question. Le commandant a demandé de quoi il s'agissait. Moi, j'ai toujours suivi ce pilote au front. J'ai été dans son escadrille pendant toute la guerre depuis la bataille de Midway. Et je le connaissais bien. J'avais autant de respect pour ses qualités humaines que pour ses compétences de pilote. Il a dit « Je suis sûr d'arriver à couler un navire ennemi. Si je réussis, pourrais-je rentrer ?» Le commandant a répondu « Jamais ». C'est tout ce qu'il a dit. « Jamais ». Dans la tradition militaire japonaise, celui qui tenait à la vie passait pour un mauvais soldat. Onuki l'a clairement ressenti après son atterrissage forcé, quand il s'est retrouvé dans un camp qui n'existait officiellement pas. De quel droit êtes-vous revenu?
Voilà la phrase insolite qui nous attendait. Pourquoi nous étions revenus? C'était le QG qui avait envoyé des avions pour nous secourir. Nous n'étions pas revenus à la nage. Je ne comprenais pas qu'on nous dise « Vous déshonorez l'armée. Vous ne vous sentez pas coupable envers vos camarades morts ?» On nous a insultés avec une telle violence que nous en étions complètement stupéfaits. Nous étions une vingtaine de pilotes. Nous attendions tous qu'on nous remercie et qu'on nous adresse des paroles d'encouragement comme « Reposez-vous maintenant. Vous devez reprendre les forces pour repartir avec plus de courage encore. » En effet, malgré cet échec, nous étions tous prêts à repartir sur un nouvel appareil pour prendre notre revanche. Or, on nous a traités comme des traîtres. On nous a déshonorés. Les dirigeants de l'armée japonaise étaient alors sous pression. Au-dessus de Tokyo, des bombardiers américains à longue portée avaient fait leur apparition, presque inaccessibles à la défense japonaise. Et ce n'était que le début. Les Américains avaient établi des bases sur les îles du Pacifique. Ils étaient à nouveau confiants et pensaient que le Japon ne tarderait pas à capituler. Ils auraient pourtant dû comprendre que le Japon préférait sacrifier tous ses hommes plutôt que de capituler. En effet, des soldats américains avaient découvert, bien cachés, des bateaux japonais chargés d'explosifs destinés à des attaques kamikazes contre des navires américains. Au demeurant, il était exceptionnel que des soldats japonais se rendent. Les rares qui le faisaient étaient en piteux état physique et mental. C'était un grave manquement au code d'honneur de l'armée japonaise. Leurs camarades préféraient généralement se jeter sous les chars américains avec des grenades. Même les civils n'avaient pas confiance, tant on leur avait répété que l'ennemi les réduirait en esclavage et tuerait leurs enfants. Malgré les appels diffusés par les haut-parleurs américains en langue japonaise, beaucoup de civils se donnaient la mort dans leur cachette ou se jetaient dans le vide. On savait que beaucoup de Japonais se suicidaient. On avait entendu dire que ces soldats n'étaient pas comme les autres. Ils lançaient des attaques banzai, comme on disait. Ils se jetaient par troupes entières sur les mitrailleuses ennemies. On savait tout ça. La tradition japonaise entretient depuis toujours l'idée que se sacrifier pour sa patrie est la preuve d'une grande vertu. On vénère encore l'histoire du guerrier Masashige Kuzunoki qui s'est suicidé pour son empereur au XIVe siècle, ou l'histoire des 47 sujets restés loyaux jusqu'à la mort qui se jouent encore au théâtre et à la télévision. Les chefs militaires allèrent plus loin. Si les attaques kamikazes n'étaient pas assez efficaces, il fallait les multiplier, et pas seulement dans les airs. La marine japonaise misa alors sur de nouveaux sous-marins lancés à partir de navires ravitailleurs. Ils étaient équipés d'une bombe à l'avant et commandés par un pilote qui n'en sortait jamais vivant, qu'il ait touché sa cible ou non. En matière d'aviation aussi, les ingénieurs s'étaient surpassés. Le pilote kamikaze n'était plus assis dans un avion, mais sur une sorte de bombe volante, surnommée par ses inventeurs « fleurs de cerisier ». En effet, ces engins étaient censés tomber du ciel comme des fleurs de cerisier. Ils étaient acheminés jusqu'à leur cible par des avions porteurs. Fujio Hayashi, un ancien élève de l'Académie de marine, s'occupait du recrutement des pilotes qui allaient être envoyés en mission en mars 1945. Une enquête menée auprès d'un certain nombre de pilotes a fait ressortir un pourcentage de 25% de volontaires. Et je suppose que l'armée a dû se baser sur ce chiffre pour prendre sa décision. On peut sans doute en déduire que les chefs militaires
Le ministre ou son état-major étaient alors prêts à sacrifier un quart de leurs pilotes dans des missions suicides. C'était une proie facile pour les Américains, dont les pilotes de combat repéraient aisément les lourds avions porteurs japonais. Le Japon perdit 160 avions en 3 jours. Aucun pilote ne survécut, que ce soit dans les petits ou les gros avions. C'est alors que l'idée fut abandonnée. Beaucoup d'avions étaient effectivement tombés du ciel comme des fleurs de cerisier. Mais Hayashi ne s'est pas laissé envahir par un sentiment de culpabilité. Comme on pensait tous que de toute façon la mort était inévitable, peu nous importait qu'elle arrive plus ou moins tard. J'imagine que parmi les jeunes pilotes qui avaient été affectés à des missions suicides, la plupart préféraient partir sans délai pour en finir aussi vite que possible. Foi, obéissance, aveuglement, où placer la limite entre victimes et bourreaux? On peut trouver des éléments de réponse au mémorial de Yasukuni à Tokyo, un lieu de pèlerinage pour les anciens combattants japonais. C'est ici que les âmes des soldats disparus auraient trouvé la paix. Pour savoir comment l'élite militaire japonaise justifiait les ordres qu'elle a donnés pendant la guerre, il suffit de venir ici, car beaucoup de ceux qui s'y rassemblent y repensent avec nostalgie. Par exemple, Nobuyoshi Nishikawa, qui était chef d'escadrille à l'époque. Blessé dans un combat aérien, il est resté ensuite cloué au sol. Aujourd'hui, il conserve chez lui toute une imagerie romantique sur les kamikazes et ses yeux brillent quand il en parle. Si je me souviens bien, nous étions déjà de vrais soldats à 17 ans, même si nous étions encore très jeunes. La société et la nation tout entière inculquaient l'esprit militaire aux enfants, surtout à l'école. Je vous assure que les jeunes de cette époque n'avaient rien à voir avec les lycéens d'aujourd'hui. Nishikawa sait bien que ces soldats de l'époque n'étaient encore que des enfants entrés dans l'armée à 13 ou 14 ans. Aucun de ces garçons n'a survécu. L'escadrille avait un petit chien comme mascotte. J'ai souvent essayé de consoler d'autres pilotes. Certains pleuraient, d'autres riaient après avoir bu trop de saké. Cela devait ressentir autant de chagrin que les autres, mais ils ne l'exprimaient pas. C'était quand même ceux qui pleuraient qui avaient le plus besoin d'être consolés. Je disais à chacun d'eux, « Allons, je serai avec toi, haut les cœurs ». Avec ces quelques mots d'encouragement, j'essayais à ma façon de les aider à retrouver une certaine paix intérieure. Nishikawa explique que ces garçons n'auraient jamais dû boire. Yukio et ses camarades étaient beaucoup trop jeunes pour prendre de l'alcool. Yukio Araki, tombé au début de l'année 1945. Il avait laissé des lettres d'adieu à sa famille qu'elle ne devait ouvrir que le jour où elle apprendrait la nouvelle de sa mort. Dans ces lettres, il remerciait ses parents pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui et priait son frère de prendre soin d'eux.
Nous avons aussi reçu ses ongles et ses cheveux. Les ongles étaient assez longs, alors que les cheveux étaient très courts. On ne portait pas les cheveux longs à l'époque. Bien que ses cheveux soient courts, nous nous sommes dit que nous les garderions précieusement en souvenir. Nous avons beaucoup pleuré, surtout ma mère et mon père. En avril 1945, les Américains atteignent Okinawa, l'île la plus méridionale du Japon. Ils s'étonnent de rencontrer aussi peu de résistance. Tout est calme. Trop calme. C'est alors qu'ils aperçoivent le premier attaquant, bientôt suivi d'un ultime déploiement militaire japonais. S'ensuit l'une des batailles les plus acharnées de la guerre du Pacifique. L'état-major japonais sacrifie à nouveau des milliers d'hommes en s'acharnant pendant des semaines à défendre Okinawa, sur terre, sur mer et dans les airs. Au bout de 2 mois de souffrance, après le choc de la bombe atomique et l'entrée en guerre de la Russie, l'empereur annonce la capitulation du Japon à la radio. « Nous devons supporter l'insupportable », déclare-t-il à ses sujets. Au pied du petit Fuji, des fleurs rappellent aujourd'hui le souvenir des pilotes qui sont partis d'ici. Les habitants les appellent les fleurs des kamikazes, et ils racontent que beaucoup d'aviateurs auraient jeté leur bouquet d'adieu à cet endroit. La fin de la guerre a sauvé la vie de tous ceux qui étaient encore sur la liste des kamikazes, du moins quand ils avaient appris la nouvelle à temps. Plus au nord du pays, un commandant du nom d'Ugaki trouvait l'idée de la défaite proprement insoutenable. Il exhorta donc ses derniers pilotes à l'accompagner dans une ultime mission kamikaze. Harukazu Oshima s'en est sorti avec quelques blessures, mais il a longtemps hésité à parler de ces événements. Au lieu de 500 kilos de bombes, nous en avons chargé 800. Et nous avons réduit l'essence de moitié pour alléger l'appareil. Cela signifiait aussi qu'il n'y avait plus de retour possible et nous devions bien nous y résigner. Au moment de partir, on a vu le commandant arriver dans un véhicule civil. C'était bien la première fois que je le voyais arriver ainsi, et cela m'a paru étrange. J'ai cru qu'il avait décidé de nous accompagner pour notre dernière mission, alors qu'il venait nous annoncer la fin de la guerre. Onuki explique qu'aucun de ses supérieurs n'a dû rendre de compte après la guerre. On n'a pas même rectifié la liste des pilotes présumés disparus. Toutes les victimes n'étaient pas répertoriées et inversement, les autorités avaient déclaré mort plus d'un pilote qui avait en fait survécu, comme Onuki. Les gens sont venus chez nous pour nous féliciter de la mort de mon frère. Ce jour-là, ma mère s'est approchée de moi et m'a dit tout bas « Quelle mère au monde se réjouirait que son enfant soit mort ?» Quand l'employé municipal est venu apporter l'urne contenant les cendres du défunt, ainsi que le certificat de décès, ma mère s'est pliée aux usages et est allée s'habiller pour l'accueillir.
Elle s'est inclinée en recevant l'urne et s'est ensuite retirée pour aller la poser précieusement au salon. C'est là qu'elle a serré l'urne très fort contre elle et a éclaté en sanglots. Par la suite, Onuki est allé voir l'administration pour faire rectifier l'erreur sur les registres. On lui a répondu qu'on ne pouvait plus rien faire, que les funérailles officielles étaient déjà organisées. Les bureaux administratifs se trouvaient juste à côté de notre dortoir. J'y suis allé pour voir la liste des soldats. On a d'abord refusé de me la montrer, puis j'ai enfin pu la voir. Nous étions partis en mission le 3 avril et ils avaient fait une croix en face de nos noms, ce qui signifiait que nous étions déclarés morts. Les soldats durent patienter avant d'aller retrouver leur famille. Il n'y avait pas de place pour eux dans les trains surchargés. Il leur fallait attendre dans leur quartier. Certains écrivaient des lettres, d'autres non. Ils n'attendaient plus rien de la vie. Leurs camarades étaient morts et l'ennemi avait gagné. Pour beaucoup, la fin de la guerre n'apportait aucun soulagement. Et puis un beau jour, ils purent enfin rentrer chez eux. Tokyo avait été totalement réduit en cendres. Yokohama aussi, mais par miracle, notre maison était restée intacte. J'ai donc pris le chemin du retour avec mon petit baluchon. Je me suis approché de la maison, mais quand je me suis retrouvé devant l'entrée, je n'ai pas réussi à franchir le seuil. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être la honte. Je restais là, hésitant, guettant des mouvements à l'intérieur de la maison. C'est alors que ma mère m'a aperçu depuis sa chambre, toujours en train de tourner en rond devant l'entrée. Elle est sortie de la maison, pieds nus, pour se précipiter vers moi, et elle s'est jetée à mon cou en criant à plein poumon « Masamichi, Masamichi, tu es vivant, bien vivant !» Elle s'agrippait à moi en répétant « Tu es vivant, tu es vivant !» À l'époque, Shida n'a pas pu dire à sa mère combien il était heureux d'être vivant. Il n'avait pas le droit de s'en réjouir en tant que Japonais, et encore moins en tant que soldat. Après la guerre, avec du recul, j'ai regretté la phrase que j'avais prononcée à mon retour. En effet, j'ai dit à ma mère « Excuse-moi d'avoir perdu la guerre ». Je n'avais que 19 ans à l'époque, j'étais à peine sorti de l'enfance. Qu'est-ce qu'un garçon de cet âge aurait pu faire pour changer le cours de la guerre? Rien, évidemment. En tout cas, ma mère m'a répondu qu'elle s'en moquait éperdument. Et elle a continué à pleurer de joie.